Allez, on y va. Donc, la première question qui m'a été posée ici, c'est les doubles contractions. Alors, la double contraction, donc si on a deux tenseurs d'ordre 2, comme ça, elle Je sais pas si vous signifie… écrivez là, monsieur, mais on voit pas votre Ah oui, écran. pardon. Oui, il faudrait quand même que je partage mon écran. Ouais. Merci de m'avoir prévenu. Hop là. Qu'est-ce que ça dit là? J'ai pas l'impression que ça marche. Pourquoi? Mhm. Pourquoi? Oula, ça a été très très long. Vous voyez mon écran là, c'est bon? Oui. Ok, donc là j'ai deux tenseurs d'ordre 2 qui sont doublement contractés. En fait, la double contraction, il faut le voir comme un produit tensoriel. Il y a des gens qui écrivent d'ailleurs cette double contraction, qui l'écrivent comme ça. Produit tensoriel, deux barres au-dessus pour dire qu'il est deux fois contracté, fois B. C'est une autre façon d'écrire le produit doublement contracté. C'est une façon de rappeler que un produit contracté, double contracté, c'est toujours avant tout un produit tensoriel. Donc, si vous aviez en fait à faire ça, le produit tensoriel non contracté, vous allez obtenir un tenseur d'ordre 4. Vous avez un tenseur d'ordre 2 plus un tenseur d'ordre 2 ici, eh bien, ça va vous faire un tenseur d'ordre 4. OK? Maintenant, lorsque vous faites une contraction entre deux tenseurs d'ordre 2, donc une seule contraction, voilà, des choses équivalentes, eh bien, le résultat, vous allez obtenir, normalement, vous obtenez un tenseur d'ordre 4, c'est ce qu'on vient de voir ici, là, mais en réalité, la contraction va retirer deux ordres, donc moins 2. Le résultat ici, c'est 2, c'est un tenseur d'ordre 2. Ce nombre-là ne peut jamais être négatif. Il en retire deux ou que B, Je n'ai pas compris, en fait. Redis. pardon, c'est là, en fait, c'est 4 moins 2 parce que B est un tenseur d'ordre 2. Ce 4-là, c'est la même chose qu'ici, c'est-à-dire c'est un 2 plus 2. C'est A, 2, B, 2. Et moins 2, c'est ça. Ça, c'est moins 2, c'est la contraction. Ok, donc si on avait 3 simplement contracté à 3, on aurait 6 moins 2. C'est ça. Si tu avais deux tenseurs d'ordre 3, le résultat devrait être un tenseur d'ordre 6, mais si tu les contractes une fois, tu enlèves 2 à 6, ça va se faire, le résultat est un tenseur d'ordre 4. Donc, maintenant, pour répondre à ta question du départ, si tu écris ça, on y va, ça c'est 2, ça c'est 1, ça fait 3. 3 moins 2 fois 2, 4, ça c'est la double contraction, ça fait moins 1, ne marche pas. Donc, impossible. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire en double contraction. Alors, c'est un peu normal parce qu'il ne faut pas oublier ce que c'est que la contraction. Si tu l'écris sous forme de composante et que tu as deux tenseurs d'ordre 2 qui est en train de multiplier, ça, ce que je viens d'écrire là, en réalité, c'est la même chose que ça. Et donc, à la fin, tu vas obtenir un tenseur d'ordre 4. Voilà, ça c'est la base tensorielle d'ordre 4. Et on voit bien que ça donne un tenseur d'ordre 4. Puisque ici, en fait, j'ai 4 indices différents. 1, 2, 3, 4. Si je fais une contraction, eh bien, je vais, par exemple, alors je ne vais pas vous détailler tout le calcul, mais vous pouvez le faire. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver A, IK. Donc ça, c'est A une fois contracté à B. Vous allez trouver A, IK, B, K, J. Et là, vous voyez qu'il y a une contraction. Donc ça veut dire que c'est une sommation. Ce qui veut dire que derrière, il va me rester que EI tensoriel EJ. Donc le résultat est un tenseur d'ordre 2. En fait, une contraction égale deux indices identiques.
C'est pour ça que ça vous abaisse l'ordre de 2. C'est parce que vous avez 2 indices identiques dans votre monôme. Maintenant, si je fais ça, eh bien, ça fait AIJ, BIJ. Je n'ai plus de base, puisqu'en réalité, ça, c'est une double somme. J'ai une contraction, donc avec ma répétition d'indices. Donc ça donne 2 contractions. Normalement, je devrais avoir un tenseur d'ordre 4. Donc, ça me fait un tenseur d'ordre 0. Ça me donne un scalaire. Donc, en fait, une contraction correspond à un indice identique dans le monôme. On le retrouve 2 fois dans le monôme. Et il ne faut pas oublier ce que ça veut dire un indice identique. Par exemple, si vous prenez celui-là, ça veut dire qu'en réalité, vous avez la somme pour k égale 1 à d, la dimension de l'espace, des AIK, BKJ, EI, tensoriel, EJ. Voilà, ça veut dire ça. Il y a une somme sur k là, qui est invisible parce que c'est la convention d'Einstein. Et effectivement, si vous regardez cette formule que je viens d'écrire, c'est exactement la formule que vous programmez pour faire le produit de 2 matrices. Il se trouve que les tenseurs d'ordre 2 peuvent être écrits sous forme de composantes qui ressemblent à des matrices. Donc, du coup, ça revient à faire le produit matriciel des composantes des 2 tenseurs d'ordre 2. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, c'est très clair. OK. Allez, on arrive maintenant sur le sujet qu'on voulait aborder, donc, qui avait été proposé par Colline. C'est ce que j'appelle en fait le théorème spectral. Alors, on va raisonner sur des choses relativement simples. Ce théorème spectral, vous êtes en train de le voir d'ailleurs en MMEF aussi. Vous le voyez en MMEF parce que vous allez devoir, par exemple, trouver les valeurs propres d'un opérateur, un opérateur différentiel. Il y a un exemple que vous avez, par exemple, c'est l'opérateur D. Vous lui passez une fonction, il vous ressort moins U secondes. Ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur différentiel. Et on peut appliquer le théorème spectral sur cet opérateur différentiel, c'est-à-dire trouver ses valeurs propres et ses fonctions propres. Ce qu'on appelle des fonctions propres ici en algèbre linéaire, ce sont des vecteurs propres, tout simplement. Donc, ici, pour le théorème spectral en mécanique des solides, on va se contenter d'utiliser des tenseurs symétriques, parce que tous les tenseurs auxquels on va avoir affaire quasiment sont tous symétriques. Donc A, ça va être un tenseur symétrique. Il est à valeur réelle. Voilà, valeur réelle. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces valeurs propres, les lambda, en fait, vont être éléments de R. Donc, ces valeurs propres seront réelles. Du coup, ces vecteurs seront avec des composantes réelles. Voilà. Donc, ça, c'est parce qu'effectivement, on est très lié au monde réel en mécanique des solides, puisqu'on va étudier des choses qui reflètent ce qui se passe géométriquement dans un solide, en fait. OK. Donc, qu'est-ce que c'est que ce théorème, en fait? Ce théorème dit qu'il existe des valeurs lambda, donc éléments de R, telles que AX, un vecteur, est égal à lambda x. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette chose-là? Ça veut dire que ce truc-là, là, cette quantité-là, elle est collinéaire à x. Donc, vous prenez un vecteur x, vous le transformez par a, c'est le a une fois contracté à x, et ça va vous donner comme résultat un vecteur. C'est normal, puisque si vous regardez bien, a une fois contracté à x égale, on va dire, un tenseur d'ordre 1. Et bien ça, c'est la définition d'un tenseur d'ordre 2. Un tenseur d'ordre 2. Et effectivement, j'ai bien pris A comme étant un tenseur d'ordre 2. Donc, en fait, ça, c'est la définition d'un tenseur d'ordre 2. Donc, ce tenseur d'ordre 2, vous lui donnez un vecteur, vous le contractez avec un vecteur, il va vous ressortir un autre vecteur. Et il existe effectivement des vecteurs et des lambdas particuliers, en fait, tels que vous allez avoir ça, c'est-à-dire que la transformée va être égale à lambda x. Alors, c'est très facile à visualiser géométriquement, c'est l'avantage en fait de l'algèbre tensorielle. Votre vecteur de base x, il est par exemple comme ça. Ça, c'est x, vous avez votre origine ici. Voilà. Et si vous le transformez, ce vecteur, par a, vous allez trouver par exemple un vecteur comme ça.
Donc ça, c'est A contracté à X. Et là, vous êtes dans un cas un peu particulier où vous avez en fait les deux vecteurs qui sont collinaires. Si vous faites le ratio des normes, vous voyez le ratio des normes qui est ici, là. Le ratio, donc si vous prenez la norme ici de grand X et que vous prenez la norme ici de A par X, donc ces deux normes de vecteurs, bah, si vous faites le ratio des deux, Ça fait la trace de A. ah non, ça fait lambda. Ça fait le fameux lambda qui est là. Bah, en fait, c'est évident, hein. Cette relation-là, qui est une relation vectorielle, si j'en prends la norme d'un Ah, L, c'est lui-même, donc je divise mes deux normes, je trouve lambda. Sauf que là, vous le voyez en fait géométriquement sur le dessin. Ça va pour tout le monde là? Ou ça suscite des questions? Non, ça va. Ça va? Ça va. Bon, ça, en fait, vous l'avez déjà fait plusieurs fois, hein. C'est comment trouver des valeurs propres, des vecteurs propres. Alors par contre, on vous a peut-être pas. Moi, je trouve que des fois, ça passe un petit peu vite cette explication-là. Donc, je vais répondre à la question, mais non, c'est comment trouver les vecteurs propres. Et le les là, il est très important. Puisque le théorème spectral, en fait, il nous dit que non seulement on va trouver un vecteur qui est comme ça, mais on va en trouver autant que la dimension de l'espace. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une base, en fait, avec ces vecteurs. Et c'est ça qui est très intéressant. On va pouvoir créer donc une base. Donc, comment on trouve ces vecteurs propres X là? Eh bien, c'est assez simple. On résout tout simplement l'équation qui est là. Donc, cette équation étoile là, on va la réécrire un petit peu différemment. On va l'écrire comme ça. AX moins lambda X égale le vecteur nul. Bon, jusque-là, ça va, c'est tout bien. Ensuite, petite astuce, on va faire apparaître lambda et on va faire apparaître un tenseur d'ordre 2 qui est l'identité ici. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que si je fais apparaître l'identité, ça veut dire que j'ai un tenseur d'ordre 2 ici, un tenseur d'ordre d'ici, donc je vais pouvoir factoriser par x. Et donc, si je continue à écrire ça, ça me fait a moins lambda fois l'identité. Le tout facteur de x doit être égal à 0. Donc, si j'arrive à résoudre cette équation-là, bah, c'est parfait, cette équation 1 là. Eh bien, si je peux la résoudre, je peux trouver les vecteurs x. Alors bon, petit problème, je ne connais pas les vecteurs, je connais pas les scalaires lambda, hein, mais n'empêche que ça serait tout à fait possible. La première chose que je dois vérifier, c'est que je veux avoir plusieurs vecteurs x. Donc si, ça c'est très important, hein, on veut avoir plusieurs vecteurs x. Ce que je cherche, c'est une base. Voilà, on cherche une base. La seule façon, c'est un système linéaire en fait que j'ai là devant les yeux. La seule façon de résoudre un système linéaire pour trouver plusieurs solutions, eh bien, il faut que la matrice qui est devant, là, que je peux appeler K, qui est un tenseur d'ordre 2, voilà, je peux le réécrire comme ça, avec mon K qui est égal à A moins lambda d'identité. Eh bien, il faut que ce K-là, il soit non inversible. Et s'il est non inversible, ça veut dire que mon système admet plusieurs solutions. OK. Donc, comment est-ce que je fais pour le rendre non inversible? Eh bien, je vais trouver les lambdas particuliers. Du coup, on va chercher les lambdas particuliers tels que le déterminant de A moins lambda à l'identité soit égal à 0. Ben oui, parce que si mon déterminant est égal à 0, je ne peux pas calculer K-1, puisque dans mon K-1, il y a 1 sur le déterminant pour commencer. Donc, si mon déterminant est nul, c'est fini, je ne peux plus calculer K-1. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir en fait plusieurs solutions qui vont pouvoir répondre à mon système d'équations. Donc, il suffit que je cherche les lambdas particuliers tels que déterminant de A moins lambda, l'identité est égale à 0, et hop, ça va répondre à mon problème. Ça, c'est la deuxième équation des éléments dits propres.
Voilà. Donc, celle-là, elle est importante. Celle-ci, elle est importante. Et maintenant, en fait, j'ai une méthodologie pour trouver ces éléments. Alors, la méthodologie va consister à faire l'inverse. On va commencer par faire ça, le petit a, et on va commencer, par la suite, on va faire le petit b. Le petit a, il va nous donner les lambda i, et le petit b, il va nous donner les xi, donc les vecteurs propres. Alors, les xi, je vais les appeler pi après, à la fin, pour dire que c'est les vecteurs propres. OK, ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous aviez vu ça comme ça, ou est-ce que vous avez appris des trucs nouveaux là, ou des trucs surprenants pour vous? Dites-moi. Moi, j'ai appris comme ça, personnellement. Oui, tu as appris ça en fait. Ouais. Hein. OK. C'est ce que tu appelais. C'est Colline qui parle là. Oui, 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 c'est ce que j'appelais la méthode mathématique. Ouais, enfin, en fait, il n'y a pas plus mathématique qu'une autre, mais Oui, c'est mais c'est parce qu'on effectivement faisait que ça. c'est la seule méthode qui existe en fait. Hein. Oui, Voilà. parce qu'on faisait ça en maths avant, c'est pour ça. Ouais, bah, là, c'est encore beaucoup de maths, hein, la mécanique des milieux continus. Hein. Oui. OK, Moi, j'ai pas donc, vu ça comme ça, mais c'est pareil. Enfin, c'était juste appliquer on une méthode vous a et peut-être juste sortir des donné, réponses. on vous a dit une recette, c'est-à-dire on vous a dit calculer le Voilà, ouais, déterminant. vous prenez la ceci, matrice, cela. vous enlevez grand X sur la diagonale, et puis vous résolvez le déterminant égal à 0. Puis après, vous cherchez les équations, quoi. D'accord, ça marche. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tout petit exemple. On va faire un petit exemple très simple, parce que je me suis aperçu que cette partie-là, ça va plutôt bien, ça. Ça va plutôt bien. Mais alors ça, là, souvent, il y a des incompréhensions là-dedans. Donc, on va juste faire un petit exemple pour être sûr que tout le monde comprend bien la même chose. Donc, je vais prendre un tenseur. Voilà. La première composante, elle est non nulle, je l'ai appelée AA1. Celle-là, ses composantes sont nulles. Ça, c'est nul, nul. Et là, j'ai alpha, c'est un autre réel. Et là, j'ai 0, alpha, 0. Donc, c'est bien sûr un tenseur symétrique. Et ça, ce sont les composantes de ce tenseur dans une base que j'appelle EI tensoriel EJ, I, J égale 1 à 3. Ça, c'est A. OK? Et donc, je vais chercher les valeurs propres de ce tenseur. Alors, on y va. On va commencer par faire donc, exactement ce que j'ai dit. On va commencer par le petit a, là. Donc, on va calculer le déterminant de A moins lambda l'identité. Donc, ça, c'est ni plus ni moins que le déterminant de A à 1 moins lambda, 0, 0, 0 moins lambda, alpha, 0, alpha moins lambda. Hop, 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 c'est un déterminant. Donc, petit crochet. Voilà. Ça va? Donc, une fois qu'on a fait ça, on calcule le déterminant. Alors, est-ce que je reviens sur le calcul d'un déterminant ou c'est bon pour tout le monde? Ça va? N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, là. Hein. Donc, ça ne me dérange pas de vous le faire. Hein. Non, moi, ça va, mais après. Les autres, exprimez-vous, allez-y. Hein. Non, c'est bon. C'est bon? OK. Alors, je passe très vite. Donc, ça me fait A1 moins lambda, facteur de lambda carré moins alpha carré. Et ça, ce truc-là, mon équation me dit que ça doit être égal à 0 si je veux que mon système ne soit pas inversible. Donc, écrit sous cette forme-là, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Et vous voyez que l'équation caractéristique pour un tenseur d'ordre 2 dans un espace de dimension 3, eh bien, le polynôme que vous trouvez est un polynôme de degré 3. Si j'étais avec un tenseur d'ordre 2, mais en dimension 2, je n'aurais que 4 composantes. Et là, mon équation serait une équation caractéristique de degré 2. Alors, en réalité, si vous regardez bien, là, je connais déjà une valeur propre ici, parce qu'elle m'était déjà donnée. Ici, regardez bien. Tout ça, c'était que des zéros. Tout ça, c'était que des zéros. L'intersection de cette ligne de 0 et de cette colonne de 0 fait qu'à l'intersection, j'ai une valeur propre de mon tenseur, obligatoirement. Donc, je n'étais pas obligé en réalité de considérer mon tenseur dans une dimension 3. J'aurais très bien pu le considérer en dimension 2 et ne regarder que la matrice de composantes 0, alpha, alpha, 0. Du coup, je n'aurais obtenu que cette partie-là de mon équation caractéristique, qui est bien une équation de degré 2. Et voilà, et du coup, je peux résoudre encore plus rapidement mon problème.
Donc ça veut dire que j'ai lambda 1 qui est égal à 1, première valeur propre. J'ai lambda 2 qui est égal à plus alpha. Et j'ai lambda 3 qui est égal à moins alpha. Donc là, j'ai mes 3 valeurs propres. OK, on passe aux vecteurs propres. Les vecteurs propres ici doivent résoudre donc, le petit b, c'est-à-dire a moins lambda i fois l'identité. Donc je vais faire ça pour chaque lambda, fois mon vecteur xi, là, doit être égal à 0. Donc, on va commencer par lambda 1 égale à 1. Et ça me permet d'écrire mon système à résoudre a 1 moins alpha, 0. J'ai pris quoi là? J'ai pris quoi? J'ai écrit quoi? Oui, j'ai pris... non, je me suis gouré, excusez-moi. J'ai pris alpha en fait. Ici, j'ai pris alpha. J'ai commencé par alpha. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de... Pourquoi j'ai commencé par alpha? Il faut que je vous le dise quand même. C'est simplement parce qu'on connaît déjà, pour lambda 1 égale a 1, eh bien, on connaît déjà le vecteur propre. Xi est égal à E1. Parce qu'effectivement, on voit qu'ici, la valeur propre est sur la composante E1 tensorielle E1 de mon tenseur. Donc, du coup, en fait, c'est l'axe E1 qui est le premier vecteur propre. Alors, vous pouvez aussi le démontrer en résolvant l'équation B. Il n'y a aucun problème, vous allez trouver ça. Donc là, pour alpha, on y va. Ça me fait 0, 0. Ensuite, j'ai 0 moins alpha, alpha, 0, alpha, moins alpha. Et ça, c'est multiplié par mes inconnus x1, x2, x3, qui sont les composantes de vecteur xi que je cherche. Hop, et ça doit être égal à 0. Donc, j'ai un système à 3 inconnus, 3 équations. La première équation, c'est a1 alpha x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x3 égale à 0. Ça doit être égal à 0. Qu'est-ce que je peux en déduire? x1 égale 0? Ouais. Non. Ou a1 moins alpha égale 0. Non, 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 non. A1 moins alpha, c'est une donnée de mon problème. Ce n'est pas une inconnue, ce n'est pas quelque chose que je peux déterminer. Donc, la seule réponse, c'est x1 égale à 0. Ok. Et qu'est-ce que je peux connaître comme information sur x2, x3 à ce niveau-là? C'est ça que vous comprenez mal en général. Qu'est-ce que j'ai comme information sur x2, x3 avec cette première équation? On n'aura plus besoin d'écrire le terme en x1. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Cette équation-là, elle est vraie si x1 égale à 0. Vous êtes d'accord? C'est ce que vous m'avez dit là. Ouais. OK. Mais qu'est-ce que je peux en déduire sur x2 et x3? Ils ne dépendent pas de x1. Non, ce n'est pas ça qu'on en déduit. Cette équation, elle est vraie pour x1 égale 0 et quel que soit x2 et quel que soit x3. Puisque j'ai un 0 devant. Vous voyez? Donc, en réalité, ça ne me donne pas d'informations sur x2 et x3 pour l'instant. Mais c'est très important de comprendre ça, en fait. Vous allez le comprendre pour l'équation d'après. L'équation d'après, on y va. 0 x1 moins alpha x2 plus alpha x3. Et ça, c'est égal à 0. Qu'est-ce que vous en déduisez? x2 égale x3. On en déduit que x2 égale x3 et c'est valable aussi. Il faut que, Soit x1. quel que soit x1. Tout à fait, c'est valable, quel que soit x1. Cette équation-là. Mais comme je vais vouloir
satisfaire les trois équations, dans le quel que soit x1, là, il va être restreint par cette équation-là qui me dit que non, x1, il faut qu'il soit égal à 0. Et puis cette équation-là que je viens d'écrire, elle me dit que x2 égale x3. Voilà, donc ça, c'est une autre chose importante. Ma dernière équation, c'est 0x1 plus alpha x2 moins alpha x3 égale à 0. Et j'obtiens la même chose, x2 égale x3. Et ça, c'est quel que soit x1. Je combine les trois maintenant parce que c'est un système que je dois résoudre. Donc, les trois équations doivent être vraies en même temps. Et ça me donne quoi? Eh bien, ça va me donner que je peux choisir ce que je veux pour x2 et x3 du moment qu'ils aient les mêmes la valeur. Et par contre, x1, je n'ai pas le choix, il faut qu'il soit forcément nul. Donc ça, en général, on ne s'embête pas trop. La valeur x1, elle est imposée, c'est 0. Et on va prendre 1 pour les deux composantes x1 et x2. Pardon, x2 et x3. Sauf que ça, c'est un vecteur qui n'est pas normé. Donc, il ne va pas nous intéresser, on va le normer. Et donc, on va diviser toutes les composantes par la norme. 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et ça, ce truc-là, c'est mon x correspondant au lambda i égale alpha. Et ce truc-là, je vais l'appeler P2, par exemple. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou il y a des interrogations? Oui, oui. Oui, ça va Bon, après, jusque-là. là, c'était un cas assez simple parce qu'on avait un peu Oui, des c'est un cas partout, très, mais très simple. Mais des je me fois, suis ça peut être beaucoup aperçu plus galère, que quoi. ça, c'était pas bien évident pour vous. Alors que c'est très évident. Hein. C'est très, très évident. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est vous qui choisissez de toute façon les valeurs des composantes. Par exemple, là, c'est arbitraire, j'ai pris x2 égale 1, et puis du coup, x3 vaut aussi 1. Voilà. Et donc ça me donne le vecteur en question. OK. Donc ici, ça, c'est ce que j'avais aussi appelé P1, en fait. Hein, c'est le premier vecteur propre. Ça, c'est mon deuxième vecteur propre. Vous faites exactement pareil pour le dernier vecteur. Donc, la dernière valeur propre, donc c'est lambda 1, lambda 2 qui va être égal à... C'était pas lambda 1, c'était plutôt lambda i, voilà, qui est égal à moins alpha. Et là, vous allez trouver la même chose, sauf que vous allez trouver x2 égale moins x3. Ça va vous donner en fait x2 égale moins x3. Et vous allez trouver toujours x1 qui doit être égal à 0. Donc, de la même façon, vous allez trouver un vecteur P3 qui va valoir 0, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Voilà, là, on est dans EI. EI, à chaque fois, EI. Voilà, je ne l'ai pas mis. Là, on est dans EI, là, on est dans EI, et là, on est dans EI tensoriel EJ. Voilà, donc du coup, j'ai trouvé mon troisième vecteur propre. Alors, on peut vérifier qu'ils sont 2 à 2 en fait perpendiculaires. Vous pouvez le vérifier. Hein. Donc P2 perpendiculaire à P3. Et vous avez aussi P1 qui est perpendiculaire à P3. Donc ils sont perpendiculaires 2 à 2. Donc c'est une base orthogonale. Comme j'ai normé mes vecteurs, elle est orthonormée. Par contre, elle a un tout petit problème. C'est que la base, elle doit être directe. Si je veux pouvoir mener des calculs correctement dans cette nouvelle base, il faut qu'elle soit directe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le produit mixte P1 par P2 vectoriel P3 et me donne un résultat qui est positif. D'accord? Donc, ça, c'est un scalaire que je vais obtenir. Il faut qu'il soit strictement positif. Ici, si je fais P2 vectoriel P3, je vais trouver en réalité moins 1, 0, 0. Donc, si je fais ensuite derrière une projection suivant E1, je vais trouver un nombre négatif. Donc, P1 scalaire, P2 vectoriel, P3 sera négatif. Donc, ma base n'est pas en fait directe. Donc, ce qu'on fait, on inverse simplement P2 et P3 et puis c'est fini. Hein. Donc, ma base directe, orthonormée, c'est celle-ci. P1, 1, 0, 0. P2, dans les EI. P2, ça va être du coup l'ancien P3, donc 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2.
Et P3, ça va être le vecteur 0, 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2. Voilà, j'ai déterminé ce que j'appelle la base propre. Ça va pour tout le monde? Je note, je note. OK. Ça marche. Alors, maintenant, ce qui serait intéressant de regarder, moi, ce que j'aime bien, en fait, essayer de comprendre, c'est à quoi ça correspond physiquement, ce truc-là. Donc, on va utiliser maintenant une transformée. Pour l'instant, on va appeler ça une transformée. Ce n'est pas forcément une déformation. Par exemple, on va regarder une transformation linéaire de l'espace, doublement linéaire de l'espace, que j'appelle encore A. Voilà, donc on va appeler A. Voilà, c'est un tenseur d'ordre 2. Donc, en quoi c'est une application doublement linéaire? Parce qu'en fait, si je multiplie A par un vecteur X, ça va me donner un vecteur. Et si je le multiplie ensuite par un vecteur Y, ça va me donner un scalaire. Donc, voilà pourquoi c'est une application de E dans E qui va me donner en réalité un réel. Donc ça me donne un scalaire. OK. Cette transformation, en fait, je peux l'étudier et regarder ce qui se passe. Je vais prendre, par exemple, un vecteur, voilà, qui est donné, peu importe lequel c'est. Et puis, donc celui-là, je peux l'appeler X, par exemple. Et puis, je vais regarder ce vecteur X, comment il est transformé par A. Alors, si X n'est pas parallèle à un vecteur propre, eh bien, il va me donner quelque chose qui ressemble à ça. Tout à l'heure, j'ai fait le même dessin, sauf que je me suis placé dans le cas particulier où X était en fait une direction propre. Donc, les deux vecteurs étaient collinéaires. Mais dans le cas général, il n'est pas forcément collinéaire, on va trouver ça. OK? Alors, imaginez maintenant que je fasse ça pour un autre X. Donc, on va prendre un autre X qui a la même norme que mon premier X. Je vais l'appeler X'. Eh bien, du coup, je vais avoir un autre vecteur, voilà, qui s'appelle AX'. Et je fais ça pour, en réalité, tous les vecteurs de l'espace plan que j'ai là. Je vais faire ça pour ce vecteur, pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là, etc. Bon, voilà, toc, 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 toc. En fait, à la fin, ce que je vais dessiner, c'est que l'extrémité de mes vecteurs. Donc, je vais me placer dans un repère comme ça, et je vais tracer, en fait, que l'extrémité de mon vecteur. Voilà. Et donc, en fait, c'est un cercle. Donc, ça, ce sont tous mes petits vecteurs X. Et je vais les transformer maintenant par A. Et là, je vais obtenir systématiquement toujours la même figure. Je vais obtenir une ellipse. Voilà. Donc, ça, ce sont tous mes petits vecteurs, en fait, transformés. Ça, c'est tous mes A de X pour tous mes X qui sont autour de mon cercle. Et donc là, je vais obtenir, en fait, une ellipse. Alors, j'obtiens une ellipse parce que je suis dans le plan. J'aurais pu faire exactement la même figure dans l'espace, sauf que bon, ce n'est pas très facile à faire comme figure. Et j'aurais obtenu non pas une ellipse, mais un ellipsoïde. Et dans l'espace, alors en 3D, on obtient un ellipsoïde qui s'appelle l'ellipsoïde de Lamé, qui était un monsieur, un mécanicien, donc c'est l'ellipsoïde de Lamé. Alors, cet ellipsoïde de Lamé, effectivement, si je le regarde qu'en 2D, il me donne déjà des informations. Entre autres, il va me donner des informations. Imaginons que mon tenseur soit un tenseur 2D. Voilà, il est simplement comme ça. Il est symétrique. J'ai que 3 composantes non nulles, A1, A2, A2, Eh bien, en réalité, je vais donc avoir 2 valeurs propres, 2 directions propres. Eh bien, en réalité, je les vois directement sur mon ellipse. Parce que la première direction propre, elle est là. Ça, c'est ma première direction propre, c'est P1. C'est suivant le grand axe de l'ellipse.
et de manière perpendiculaire sur le petit axe, là j'ai P2, mon deuxième vecteur propre. Je ne les ai pas normés là. Donc vous voyez qu'ici, en fait, je trouve effectivement directement mes directions propres si je déforme avec cette transformation-là, un peu particulière, peu importe laquelle c'est, hein, on s'en fiche un peu, ça va donner toujours une ellipse de toute façon, eh bien, je peux trouver géométriquement en fait ces ellipses, cette ellipse, et je peux déterminer géométriquement mes vecteurs propres. Mes valeurs propres, elles sont cachées où? Elles sont cachées là. Elles sont cachées dans le rapport entre cette longueur-là, voilà, et cette longueur-là. Donc ici, je l'appelle L1, L2. Ma valeur propre, c'est L2 sur L1. Donc géométriquement, je peux directement voir effectivement mon ellipse apparaître et donc je peux calculer géométriquement, mesurer, voire même mesurer mon ellipse. Alors pour vous convaincre de ça, je vais démarrer ma vidéo. Est-ce que vous voyez bien ma vidéo là? Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. c'est bon. Ouais, vous la voyez? Oui, oui. OK. Donc, ici, ce que j'ai un cube de mousse. Et j'ai tracé un cercle ici. Donc, ça vous rappelle normalement ce cercle, l'ensemble des points qui sont des extrémités du vecteur grand X. C'est bon, vous représentez bien? Je n'ai pas mis l'origine et l'axe vertical et l'axe horizontal. OK, je déforme physiquement donc, mon cube et il se transforme en quoi, s'il vous plaît? 8, c'est lourd. Ellipse. Une ellipse. Et donc, la transformation que je fais là, elle est équivalente à un tenseur de déformation. Et vous voyez que je vais pouvoir trouver, si j'ai fait ça, je peux trouver tout de suite, vous pouvez tout de suite me dire quels sont les axes principaux de mon tenseur de déformation. Hop. Eh bien, le premier axe principal, il est comme ça. Et le deuxième, il est comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, E1 et E2 sont mes deux axes principaux. Donc on n'a pas besoin de changer de base, quoi. On est déjà dans la base propre. On est déjà dans la base propre, oui, effectivement. Par contre, je peux faire une sollicitation où on ne sera pas dans la base propre. Vous voyez, je fais un espèce de cisaillement là. Ah, alors là, par contre, mon axe, ma base, elle est comme ça et comme ça. Là, je ne suis pas dans la base propre. Enfin, je suis dans la base propre, pardon, mais je ne suis pas dans E1, E2. Vous avez vu ou pas? Ouais. Voilà. Donc, en fait, finalement, les éléments propres en fait, d'un tenseur, c'est des choses qui sont très, très géométriques. Hein. Alors, si je pouvais vous montrer l'intérieur de mon cube de mousse et du coup, si je pouvais délimiter une sphère à l'intérieur de ce cube, eh bien, toutes les déformations que je vous ai montrées, vous auriez transformé cette sphère en un ellipsoïde, en fait, tout simplement. Bon, et puis là, je me suis arrangé pour faire des déformations que dans le plan qui est vu par la caméra. OK. Alors, maintenant, si on en vient à notre fameux tenseur de déformation epsilon. On va changer de sujet et on va se focaliser sur lui, puisque c'est le sujet du TD globalement que vous avez à faire. Donc, ce tenseur epsilon, il ne faut pas oublier d'où il vient. Ce tenseur epsilon, en fait, c'est un tenseur de déformation. On a vu la dernière fois en TD que c'est un très mauvais tenseur de déformation, mais qui est facilement utilisable lorsqu'on est dans un état dit des hypothèses de petites perturbations dites HPP. Donc là, je vous rappelle que HPP, ça veut dire que la norme du gradient du déplacement est très très petite devant 1. Donc il faut vous rappeler ce que c'est qu'en fait ce gradient du déplacement et quel est le lien avec epsilon. Donc le lien avec epsilon, c'est que le gradient du déplacement peut se décomposer en une partie symétrique plus une partie antisymétrique, comme n'importe quel tenseur d'ordre 2. Cette partie symétrique, c'est celle qu'on nomme epsilon. Cette partie antisymétrique, c'est celle qu'on nomme W, petit w. Donc celle-ci, on peut montrer que comme elle est antisymétrique, elle est associée en fait à une rotation de corps solide. Et par contre, la partie symétrique du gradient, elle est associée à une déformation du solide. Donc très souvent, ce qu'on va regarder, c'est uniquement la déformation du solide. Alors, une fois qu'on a dit ça,
moi j'aime bien refaire un petit dessin pour bien comprendre ce que ça veut dire tout ça. Donc, le petit dessin que je vais vous faire, c'est je vais vous repositionner ici donc mon origine. Là, j'ai grand X. Là, j'ai un point M0. Ici, je vais aller voir un voisin qui va être distant de D petit x. Donc, c'est une valeur infinitésimale. Hein. Et tout ça, c'est dans mon état initial. Ça va se transformer dans mon état final en un petit x, le point M qui est ici, mon point N qui va être passé là. Et donc là, j'ai un D petit x et là, j'ai un petit x. Voilà. Le déplacement, qu'est-ce que c'est? Il est là. C'est le vecteur qui va de M0, ici, ça c'est U de M. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, qu'est-ce que c'est que U de N? U de N, en fait, il est là. On va le mettre en rouge, celui-là. Il va de N0 à N, ça c'est U de N. Et au premier ordre, vous voyez que ce U de N, là, il est égal à U de M plus la dérivée de U par rapport à grand X fois D grand X. Donc, au premier ordre, en fait, il vaut ça. OK? Et donc là, qu'est-ce que je vois apparaître ici? Là, je vois apparaître le gradient de U. Donc, si je continue, ça veut dire que U de N moins gros U de M est égal à mon gradient de U, dx. Alors, pourquoi je dis que c'est au premier ordre? Parce que normalement, là, j'ai des autres termes. Là. Ça, c'est un développement, ni plus ni moins qu'un développement limité de Taylor. Donc là, j'ai d'autres termes que j'ai négligés. Hein. C'est-à-dire, les dérivées secondes, typiquement, je les ai négligées. Donc là, c'est des termes négligés. Donc, au premier ordre, je peux écrire ça. OK. Si je m'arrange, en fait, pour que mon déplacement de corps solide ici, là, ce point-là, l'origine en M, je prends l'origine, mon O, là, je le prends en M. Mais en fait, j'ai U, grosso modo, ça va être égal au gradient de U fois dx. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc, dx, c'est la différence entre mes positions. Voilà. Et donc, maintenant, une fois que j'ai écrit ça, eh bien, mon U, au premier ordre toujours, ça va être epsilon plus W dx, c'est-à-dire epsilon dx plus W dx. OK. Donc, maintenant, quand on vous dit comment c'est, par exemple, déformer votre pièce sous certaines sollicitations qu'a donné tel tenseur de déformation, eh bien, c'est simplement, vous avez simplement à regarder grand X, vous lui rajoutez petit u, et ça va être égal à petit x. Et comment vous avez trouvé ici le u qui est là? Eh bien, en écrivant epsilon plus w dx. Et c'est fini. Et tous les exercices sont comme ça. Donc, du coup, vous pouvez trouver ce que vaut petit x simplement en connaissant la position initiale et en connaissant le déplacement. Alors, quand on vous donne, entre autres dans l'exercice qu'on vous donne, là, on vous donne directement epsilon. Dans ce cas-là, en fait, souvent, on donne epsilon et on choisit le fait que la rotation est prise nulle. C'est simplement qu'on enlève le corps solide, le mouvement de corps solide de rotation. Donc, ce qui veut dire qu'après, à la fin, finalement, l'équation qui va vous intéresser, c'est U égale epsilon dx. Alors, il faut faire très attention parce qu'en réalité, cette chose-là, donc c'est valable qu'au premier ordre. Et puis, en plus de ça, c'est valable parce qu'on a mis des hypothèses. On a mis celle-là d'hypothèse. OK? Et puis, on a mis celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de UM
puisque en fait, U et O sont même position. Donc, du coup, on n'a pas de déplacement UM, en fait. Voilà, on considère qu'on n'a pas le regarder, ce truc-là. Et donc, on n'a plus que ça. Donc, ça, c'est très important de retenir quand vous utilisez cette relation-là. OK. Donc, ça, c'est simplement pour répondre aux questions. J'ai un petit trait quelque part. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un trait? C'est deux points, hein. Voilà, j'ai un petit trait quelque part. Et ça, c'est dans ma forme initiale. Et je veux savoir en fait comment ce petit trait va se déplacer et comment il va se déformer. Bon, aucun problème, en fait, il suffit d'utiliser cette relation-là. Si on vous donne epsilon, eh bien, le dx, automatiquement, donc, vous l'avez, il est là. Ça, c'est votre vecteur dx. Il va devenir un vecteur d petit x. Et entre les deux, vous avez le déplacement et c'est fini. Voilà, donc ça, c'est une façon de répondre à ces différents problèmes-là. Ensuite, comme tout tenseur d'ordre 2, ce epsilon, vous allez pouvoir en déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors, l'avantage de epsilon, souvent, en fait, c'est que ce epsilon-là, on ne le détermine qu'à la surface d'une pièce. Donc, vous avez une pièce et en réalité, vous allez pouvoir étudier que la surface de la pièce en un endroit donné. Donc, ce tenseur, en fait, très souvent, il est de ce type-là. Parce qu'il est à la surface d'une pièce. Donc, il n'a que 3 composantes non nulles ici. Et la dernière composante, ce n'est pas qu'elle est, on va dire, non nulle ou nulle, peu importe, mais ça veut dire qu'en fait, celle-là, elle est inconnue. Vous n'avez pas de moyen de la mesurer parce que vous ne savez pas voir à l'intérieur de votre solide. Là, il faudrait pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur du solide. Donc, en général, vous n'avez pas ça. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, votre tenseur epsilon, là, dans une base quelconque, E1 tensoriel EI tensoriel EJ, donc vos axes peuvent être comme ça, par exemple, voilà, ça c'est E1, ça c'est E2. Et bien, dans cette base, c'est en fait ce qu'on appelle un tenseur plan, puisqu'en fait, il n'est que exprimé dans le plan. Alors, l'avantage, c'est que une fois que vous connaissez epsilon 1, epsilon 1,2, epsilon 2,2, eh bien, vous pouvez en déduire directement les valeurs propres. Alors, ça, il ne faut plus jamais le refaire de votre vie, puisque cette chose-là, en fait, vous le faites une fois pour toutes. Donc, est-ce que vous avez la réponse? C'est-à-dire, normalement, vous êtes capable de me donner tout de suite ce que vaut la première valeur propre et la deuxième valeur propre. Je vous écoute. La Colline, troisième, c'est par exemple, tu epsilon l'as fait. 3,3. Oui, la troisième, c'est epsilon 3,3, bien sûr. Tout à fait. Ah, Tu as voilà, raison. c'est la seule que je savais. Ouais, mais c'est déjà pas mal de l'avoir repéré, c'est bien. C'est très, très bien. Je pense que Colline, tu as la réponse, puisque ce que tu m'as envoyé, c'était juste. Le problème ne se situait pas là, en fait. C'est ce que je te disais. Oui, je crois que j'avais... C'est les solutions d'un polynôme du second degré. Effectivement, on tombe sur un polynôme de second degré. Donc là, du coup, c'est très facile à résoudre. Et donc, on va trouver directement que epsilon grand 1, c'est epsilon 1,1 plus epsilon 2,2 sur 2, tout simplement, plus 1 demi de la racine carrée de epsilon 1,1 moins epsilon 2,2 au carré, plus 4 fois epsilon 1,2 au carré. L'autre valeur propre, c'est la même chose, sauf que là, vous avez un signe moins à la place. Et donc là, vous avez trouvé directement vos valeurs propres. Alors, vous n'avez pas vraiment trouvé epsilon 3,3 puisque vous ne le connaissez pas. Donc voilà, donc ce tenseur de déformation-là, quand il est dans le plan, c'est très très facile de trouver ses valeurs propres. Alors après, pour trouver les vecteurs propres, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est la même technique que celle que vous avez vue juste avant. Monsieur, Oui, vous avez le résultat de ça pour l'exercice ou pas? non, je ne l'ai pas, mais ça n'a pas d'importance. Enfin, Mais en fait, je comprends pas comment vous arrivez à le voir si vite. Je vois que c'est un truc enfin, que c'est moins b, plus ou moins ouais. racine de Ah, c'est ça que tu n'arrives pas à voir? ça. Mais c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, regarde. Oui, mais J'ai fait déterminant de epsilon moins lambda l'identité, c'est tout. Égal à 0. mais comment on peut le voir direct, ça?
Comment ça, le voir direct? Mais comment vous savez que ça va être un polynôme du second degré et que la solution, du coup, ça va être ça? Du second degré? Bah, parce qu'en fait, je ne considère que la partie, en fait, j'ai un epsilon réduit, si tu veux, au plan, et qui est simplement epsilon 1,1, epsilon 1,2, epsilon 1,2, epsilon 2,2. Donc, je suis dans le plan. Donc, Et forcément, si mon on équation prend le caractéristique, c'est un déterminant polynôme moins de lambda degré 2. le déterminant de epsilon moins lambda i, Oui? l'entité. Bah, je peux l'écrire si tu veux. Ouais, je veux bien. Regarde. Regarde. Donc, ça fait epsilon 1,1 moins epsilon 2,2 facteur de epsilon 1,2 carré. Pardon, oula, j'ai oublié un peu des bouts là. Excuse-moi. On va le réécrire comme il faut. Ça fait epsilon 1,1 moins lambda. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Epsilon 2,2 moins lambda. Epsilon 1,2, epsilon 1,2. Ça, c'est ce déterminant-là. Donc, si je continue, ça fait epsilon 1,1 moins lambda facteur de epsilon 2,2 moins lambda moins epsilon 1,2 carré. Ça doit être égal à 0. C'est bon? Bah, après, tu continues à développer. Là, tu vas trouver donc epsilon 1,1, epsilon 2,2, moins lambda epsilon 1,1. Ensuite, non, c'est moins lambda. Attendez, moins lambda epsilon 1,1, ça c'est bon. Ensuite, tu vas trouver moins lambda epsilon 2,2. Et ensuite, tu vas trouver plus lambda carré. Tout ça, ça doit être moins. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie epsilon 1,2 carré. Ça doit être égal à 0. Je vais corriger ça. Voilà. Bon, tu trafiques tout ça comme il faut. Et tu vas trouver que, si tu le remets à peu près dans l'ordre, tu vas trouver un lambda carré ici. Tu vas trouver un moins lambda facteur de epsilon 1,1 plus epsilon 2,2. Et ensuite, tu vas trouver plus epsilon 1,1, epsilon 2,2 moins epsilon 1,2 au carré. Tout ça, ça doit être égal à 0. Tu résous ce truc-là, c'est une équation de degré 2, et tu vas tomber sur la solution que j'ai donnée juste avant. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Alors, ce que je te disais, alors pourquoi est-ce que ce truc-là est à connaître par cœur et à être dans vos formulaires? Parce que il se trouve que c'est très facile de résoudre une équation de degré 2, donc tu ne vas pas le faire à chaque fois, ça ne sert à rien. Tu le fais une fois pour toutes, tu le mets dans ton formulaire et c'est fini. Mais parce que ça arrive souvent qu'on ait des zéros comme ça sur les bords. Oui, ça arrive souvent justement quand on fait des mesures sur la surface des pièces parce qu'on on ne sait pas accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je te donne un exemple. Pour faire cette mesure sur la surface, tu peux par exemple prendre une caméra. La caméra, elle ne filme que la surface de la pièce. Donc, tu ne pourras pas déterminer autre chose que les composantes dans le plan de l'image de ta pièce. Si tu colles des jauges, tu ne peux pas coller de jauges à l'intérieur de ta pièce. Tu les colleras toujours aux surfaces de ta pièce. Et donc, effectivement, tu seras encore une fois dans… Alors, ce n'est pas vraiment dans le plan, c'est dans le plan tangent de la pièce. Parce que effectivement, ta pièce n'est pas forcément plane, elle peut être bombée, sphérique, etc. Mais tu seras toujours dans le plan tangent de la pièce. Donc effectivement, oui, c'est très souvent ce cas-là. C'est pour ça que cette relation-là, tu la trouves dans tous les formulaires, par exemple, de gens qui vendent des jauges. Parce que tous les gens qui vendent des jauges, ils t'expliquent que tu trouves tes valeurs propres comme ça pour la déformation. Ça répond bien à tes interrogations? Oui, merci. OK. Donc voilà, ça c'est un point qui est essentiel, c'est de comment on trouve effectivement ces valeurs propres de notre tenseur. Alors, on va se focaliser que sur ce tenseur-là. Vous me dites quand vous voulez qu'on s'arrête. Moi, j'ai juste une contrainte à 16 heures, mais sinon, je peux continuer encore longtemps. Après, vous me dites, et puis vous pouvez même partir si ça ne vous intéresse plus. Il n'y a aucun souci, je ne vous retiens pas plus que ça. C'est là où ça va devenir un petit peu plus rigolo, on va dire. Parce que là, du coup, on va pouvoir faire des expériences de pensée. Ces expériences de pensée, la première qu'on va faire, c'est j'ai un tenseur déformation. Donc, on se donne epsilon, ok, donc on le connaît. Et par contre, je vais regarder ce qui se passe. Donc, on se le donne dans une base E1, par exemple E2. Et je vais regarder ce qui se passe en fait dans une direction H ici. Il fait un angle alpha avec E1. Donc H, c'est un vecteur quelconque que je peux balader. Attention, epsilon est donné, c'est-à-dire que je suis en train d'étudier un état de déformation qui est donné. Et par contre, H,
c'est la façon dont je suis en train d'observer mon tenseur de déformation. Alors, en général, on peut lui associer un vecteur perpendiculaire, hein, on l'appelle T, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une base mobile. Elle peut tourner. Vous voyez, je peux la faire tourner d'un angle alpha quelconque. Et donc, je vais regarder ce qui se passe quand je fais tourner ma base alpha. Et entre autres, je vais regarder que deviennent les composantes du tenseur epsilon dans la base HT. Voilà, c'est ça en fait ce qui nous intéresse, c'est de regarder ça. Alors après, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a envie de regarder ça. On a envie de regarder ça pour une raison très simple. C'est que ce epsilon, qui est un tenseur, dans la base E1, E2, vous savez déjà, vous avez ces valeurs-là, vous les connaissez puisqu'elles sont données. Ça vaut epsilon 1, epsilon 1, 2, epsilon 2, 2. Ça, c'est dans la base EI, tensoriel EJ. Eh bien, je peux également dire que c'est égal à epsilon HH, epsilon HT, epsilon HT et epsilon TT. Et là, je suis dans la base H tensoriel T, et H et T sont variables en fonction de alpha. Donc, je peux avoir autant de H alpha et de T alpha que j'ai d'angle alpha, en fait. Bon, mais je ne mets pas le alpha, sinon ça va commencer à être un petit peu lourd. Ça va, vous comprenez bien ça? Il n'y a pas de souci dans l'énoncé du problème, là? Ça va? Donc, grosso modo, ce que je vais chercher à faire, c'est simplement faire un changement de base. Ça, vous savez déjà le faire, en réalité, le changement de base. Vous le faites avec des matrices de passage. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de faire ça. Pourquoi vous n'avez pas besoin de faire ça? Tout simplement parce que en algèbre tensorielle, vous avez vu que si vous vouliez trouver la composante d'un tenseur dans une base, vous avez juste à double contracter, par exemple dans H tensoriel H, et ça va vous donner directement epsilon HH. Super facile. Donc, on va faire ça. Alors, pour ça, il faut avoir H. H, il faut qu'on le donne dans la base E1, E2. Voilà, c'est assez simple, c'est cosinus alpha, sinus alpha. Et T, c'est quoi du coup, s'il vous plaît? Si vous regardez à peu près. Moins sin plus cos. Moins sin alpha et cos alpha. Tout à fait, ça c'était. On y va. Donc, si on veut maintenant faire notre calcul, alors soit on le fait comme ça, mais on peut aussi le faire comme ça. Ça, c'est totalement identique à H, une fois contracté à epsilon, une fois contracté à H. Donc, du coup, je vais faire ça. Donc, ce epsilon HH, donc je vais commencer par faire ce premier produit-là. Donc, c'est epsilon 1,1, epsilon 1,2, epsilon 1,2, epsilon 2,2 fois cosinus alpha, sinus alpha. Et ça me donne epsilon 1,1 cosinus alpha plus epsilon 1,2 sinus alpha. Et la deuxième composante, epsilon 1,2 cosinus alpha plus epsilon 2,2 sinus alpha. Voilà, donc ça, c'est le premier bout, en fait. Il ne faut pas que je mette de égal là, parce que ce n'est pas un égal, en fait. Je calcule le premier terme, en fait. Donc là, j'ai mon tenseur epsilon fois h. Ça, c'est epsilon, une fois contracté à h, et ça me donne ce truc-là, qui est un autre vecteur. Ça va, je n'ai pas fait d'erreur, là? Ça vous paraît bon? Ouais, ça paraît pas mal. Allez, eh bien, ce vecteur, maintenant, que je viens de trouver ici, je vais le contracter à h. Donc, je reprends mon vecteur, qui est là, pof, copier, je le colle, voilà. Donc, ce vecteur, maintenant, je le recontracte encore une fois à h, c'est-à-dire cosinus alpha, sinus alpha. Et là, je vais obtenir un scalaire qui va valoir epsilon 1,1 cosinus carré alpha plus epsilon 1,2 cosinus alpha sinus alpha, plus, encore une fois, epsilon 1,2 cosinus alpha sinus alpha, donc ça va me faire deux fois ce terme-là, et plus epsilon 2,2 sinus carré alpha. Voilà. Error en Countered.
Skipping fil de lotion sauvegarde terminé le 18 mars 2021 à 15 h. Ah, excusez-moi, j'avais lancé une sauvegarde sur mon ordinateur. Voilà, donc là, je viens de trouver epsilon HH. Donc, je viens de trouver epsilon HH de manière, en fait, paramétrée en fonction de alpha. Donc, question toute bête. Si je fais correspondre mon vecteur H avec E1, qu'est-ce que je dois trouver pour epsilon HH? Epsilon E1, E2. Alors, attends. Epsilon 1, 2, c'est ce que tu as dit? Ah, non, non, ok. Enfin, je croyais que vous parliez de tout le tenseur, mais si vous parlez de la première Non, composante, juste ça fait epsilon epsilon HH. 1, Que vaut epsilon HH si alpha égale 0, quoi? 1. Epsilon 1, 1. Donc, epsilon HH est égal à epsilon 1, 1. Tout à fait. Et du coup, bah, dans ce cas-là, ce que va valoir epsilon TT, bah, ça va être en fait epsilon 2, 2. Que va valoir si j'ai H que je viens faire confondre avec E2? C'est-à-dire qu'alpha égale pi sur 2. Que va valoir epsilon HH? Epsilon 2, 2. Epsilon 2, 2. OK? Alors, on continue, parce que celui qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas celui-là, c'est epsilon HT. Donc, epsilon HT, c'est epsilon dont je prends en fait la normale H, enfin, je prends le vecteur H, je le transforme par epsilon et je le projette sur T. C'est ça. Donc, il se trouve que je l'ai déjà, en fait, ce truc-là, puisque je l'ai calculé tout à l'heure. Donc, le epsilon projeté sur H, voilà, il est là. Ça, c'est mon epsilon projeté sur H. Et maintenant, je vais le projeter sur T. Donc, T, vous vous souvenez ce que ça vaut? Ça vaut moins sinus alpha et cosinus alpha. Donc, ça va me donner un scalaire qui est epsilon HT. On y va. Ça va nous donner donc moins epsilon 1, 1 cosinus alpha sinus alpha. Encore un moins, pardon, epsilon 1, 2 sinus carré alpha. Et ensuite, je vais avoir un plus epsilon 1, 2 cosinus carré alpha. Et un plus epsilon 2, 2 cosinus alpha sinus alpha. Donc, on va regrouper tout ça et ça va nous donner epsilon 2, 2 moins epsilon 1, 1 cosinus alpha sinus alpha moins plus epsilon 1, 2 facteur de cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Alors, ce truc-là, là, ça doit faire, ça ne fait pas un sinus 2 alpha ou un cosinus 2 alpha avec un 1,5, ça? Vous qui êtes bon en trigo, dites-moi ce terme-là. Ça fait cos des alpha, oui. Mais il n'y a pas un demi aussi quelque part? Si, Yeah. un demi. Moi, Moi, dès devant, ça fait un demi, non? Le premier, c'est 1 demi sinus 2 alpha et le deuxième, c'est cos 2 alpha. Merci. Donc, alors, attends. Donc, du coup, le ça premier, veut c'est dire... un demi sin. Ouais. Je vous fais confiance, hein. Donc, le premier, vous m'avez dit, ça fait quoi? Un 1 demi de demi de cos 2 alpha. cos Non, non, de- pardon, sinus 2 alpha, sinus 2 alpha. D'accord. Et l'autre, là, Cos 2 alpha, le deuxième. il n'y a pas de demi. Non. OK, voilà. Et ça, c'est epsilon HT. Alors, de la même façon, vous pourriez calculer epsilon TT, hein. Donc, epsilon TT, je ne vous le calcule pas, mais c'est epsilon TT, c'est epsilon transformé, pardon, ou qui transforme en fait T. Voilà, fois T. Ça, c'est epsilon TT. OK, ce qui m'intéresse, c'est ce epsilon HT là. Qu'est-ce qui va se passer quand mon H, qui est là-haut, il va arriver sur un vecteur propre, par exemple P1? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire quand je vais avoir alpha, c'est une valeur un peu particulière de alpha, que je vais appeler alpha P1. Qu'est-ce qui va se passer quand mon H il va être dessus? Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue des composantes en fait, du tenseur exprimé dans HT?
Si on est dans une base propre, je pense que la matrice se diagonalise. Tout à fait. Indispensable. Donc, si H confondu avec P1, alors epsilon HT égale 0. Ça va bien, ça, pour tout le monde? Ou je recommence? Non? Dites-moi. Hein. Si H vient se confondre avec P1, c'est-à-dire mon vecteur propre de mon tenseur de déformation, mon premier vecteur propre, bah forcément, j'ai epsilon HT qui est égal à 0. On va renverser en fait cette proposition-là, parce que si maintenant epsilon HT égale à 0, alors le alpha correspondant, ça va être le alpha P1. Et si je trouve le alpha P1, eh bien, P1, quelles sont ses coordonnées? C'est cosinus alpha P1, sinus alpha P1. Et donc, du coup, bah, j'ai déterminé mon premier vecteur propre. On y va? Donc, on y va. Epsilon HT égale à 0. Ça va vous donner cette équation-là. Deux alpha plus epsilon 1, 2 cosinus 2 alpha est égal à 0. On va donc résoudre cette équation-là. Donc ça va nous donner, on va passer le epsilon de ce côté, cosinus 2 alpha, ok, qui va être égal, alors 1 moins, donc on va inverser le signe, on va faire epsilon 1 moins epsilon 2, 2. On va prendre le 1 demi qui est ici, et là, sinus 2 alpha. Voilà. Du coup, on va faire epsilon 1, 2 moins epsilon 1, 1 moins epsilon 2, 2, qui est égal à 1 demi de tangente 2 alpha. Vous me dites si je me trompe. Hein. Voilà. Et donc, du coup, ça va me faire que alpha, ça va être 1 demi de l'arc tangente de 2 epsilon 1, 2 sur epsilon 1, 1 moins epsilon 2, 2. Et voilà. Et ce alpha-là, eh ben, il est égal à alpha P1. Alors, en fait, c'est P1 ou P2, je ne le sais pas encore. Hein. Peu importe. Hein. Mais ça me donne déjà un premier vecteur propre. Donc là, en fait, pour trouver, c'est une autre façon hein, de trouver les vecteurs propres. Je peux en fait regarder les composantes de mon tenseur dans une base HT et il suffit que j'égale epsilon HT à 0 pour me dire que si j'ai ça, ça veut dire que ma direction H est confondue avec une première direction propre. Alors en fait, la deuxième direction propre, vous n'avez pas besoin de la calculer parce que par exemple, alpha P2, bah, c'est alpha P1 plus pi sur 2. L'autre vecteur est forcément à pi sur 2 par rapport à alpha P1. Donc ça, vous pouvez le démontrer aussi. Ça va pour cette chose-là? Alors, maintenant... Oui, est-ce que du coup, vous pouvez, enfin, je ne sais pas dans quelle direction, à mon avis, vous allez poursuivre sur ça, mais sur comment il s'écrit du coup le torseur le tenseur. epsilon, le tenseur epsilon, quand il est dans la base propre? Ah oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, dans la base propre, epsilon, il vaut ça. Une valeur epsilon grand 1 et une valeur epsilon grand 2, 0, 0, 0, donc P1, P2. Bah, je ne mets pas, c'est P1, c'est PI, tensoriel PJ, quoi. Il vaut ça. Et les valeurs propres, comme je connais mon tenseur, elles sont là, hein, je les ai données tout à l'heure. Hein. Elles sont ici. Dans la diagonale, on a bien les valeurs propres. On n'a que les valeurs propres, tout à fait. Et d'ailleurs, si maintenant l'angle que j'ai là, le alpha que j'ai trouvé, je l'injecte dans cette équation-là, dans la première que j'avais, c'est-à-dire celle-là, là, je l'injecte ici, je prends mon alpha P1, je l'injecte là-dedans, je vais retrouver effectivement ce que j'ai trouvé tout à l'heure pour epsilon grand 1, epsilon grand 2. Vous pouvez le faire, hein? Et du coup, il faut bien que dans la diagonale, quand on va mettre les valeurs propres, il faut qu'on garde la base directe, ou pas?
Bah, là, tu n'as pas de notion de base directe parce que tu es en 2D. Hein. Oui, mais s'il y en avait 3. Ah bah, s'il y en avait 3, oui. S'il y en avait 3, oui. Mais on ne fait plus ça pour quand on a 3. Quand on est dans un espace de dimension 3, en fait, le polynôme que tu as à résoudre, c'est un polynôme de degré 3. Et là, on ne sait pas le faire très simplement, hein, cette résolution-là. Il faut passer par un changement de variable en cosinus 3 alpha, etc. Enfin, c'est un peu plus complexe. Ce À n'est pas quel un moment simple polynôme de degré 2 à résoudre. pour le déterminant? Oui, oui, c'est ça. L'équation caractéristique te donne un polynôme de degré 3 qui n'est pas trivial à résoudre. Oui, mais une fois qu'on l'a résolu, après on refait. Ah bah après, oui, ça tu change fais la rien. même. Ça ne change rien. C'est effectivement. OK. Et donc là, maintenant, ça, c'est quelque chose qui est assez important. La deuxième chose qui est importante pour l'exercice, et je m'arrêterai là, c'est que si vous collez une jauge dans une direction H, ça c'est mon vecteur H, donc vous collez cette jauge dans la direction H là, eh bien cette jauge-là va toujours vous donner en réalité l'allongement relatif. On l'a collé ici à partir d'un point M0 dans la direction H. Et ça, eh bien, vous savez que ce truc-là, c'est égal à epsilon doublement contracté à H tensoriel H. Ça se montre. Et donc ça, eh bien, ça, c'est directement égal à epsilon HH. Donc, en fait, quand vous collez une jauge dans la direction H, elle vous donne epsilon HH directement. Conclusion, si vous collez votre jauge dans la direction E1, elle vous donne epsilon 1,1 directement, puisque vous avez ça. Donc, c'est ce que vous avez dans votre exercice. Dans votre exercice, vous avez 3 jauges. Une qui est collée suivant E1, une qui est collée suivant E2 et une qui est collée suivant une direction H qui s'appelle C, en fait, qui est à 45, en fait. Donc, ça, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc là, vous avez 45 degrés. Donc ça c'est epsilon HH. C'est JHH, pardon. Donc c'est JH, en fait. Ça, c'est la jauge qu'on appelle J1. Et ça, c'est la jauge qu'on appelle J2. Voilà. La grosse erreur, parce que comme on vous dit, ben, c'est facile, hein, si on vous demande de déterminer epsilon dans la base E1, E2, eh ben, on va vous demander epsilon 1,1, et là, tous en cœur, vous criez, ben, ça vaut J1, et vous avez raison. On vous dit que vaut epsilon de 2, eh ben, vous dites c'est simple, il suffit de lire ce qu'il y a sur la jauge 2, donc ça c'est bien J2. Et puis malheureusement, on vous dit et epsilon 1, 2, ça vaut quoi? Et là, tous en cœur, ça vaut JH. Ça c'est faux. Ça ne vaut pas JH. Epsilon HH est égal à JH. Vous voyez le truc? C'est toute la différence. Je reprends ce que vaut epsilon HH. Il était là-haut. C'est ce truc-là, epsilon HH. Tout ce bazar-là. Donc je le prends. OK. Et je le colle là. J'ai un peu des problèmes pour coller mon truc là. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça en fait. C'est un peu pénible. Coller. Voilà. Donc ça, c'était mon epsilon HH que j'ai calculé tout à l'heure. Donc je suis dans la direction, et c'est aussi JH, c'est ce que me donne la jauge en fait. Hein. C'est égal à epsilon HH. Et donc ici, eh bien, je connais quoi? Je connais epsilon 1,1, je connais epsilon 2,2 et je connais alpha. Donc du coup, dans mon exemple, hein, epsilon HH, que je connais qui vaut JH, eh bien, il va valoir epsilon 1,1. Alors, cosinus carré de alpha, bah, ça va faire racine de 2 sur 2 au carré. Donc ça fait quoi? Ça fait 1,5, c'est ça? Ouh. Alpha égale 45. Racine de 2 sur Ça 2. fait un demi. Merci, ça fait 1,5. Plus 2 fois epsilon 1,2, donc epsilon 1,2. Et plus 1,5 de epsilon 2,2. OK. Mon inconnu, il est là. Donc, j'en déduis que epsilon 1,2, c'est JH moins 1,5
de epsilon A1 plus epsilon de 2. C'est un cas particulier, attention, hein. C'est parce que H est une direction à 45 degrés. Alors, il existe des jauges qui ne sont pas à 45 degrés. Il existe des jauges, par exemple, à 120 degrés. Donc là, là, vous êtes plus embêté parce que finalement, si vous la mettez comme ça, votre jauge, E1, E2, eh bien, vous pouvez avoir éventuellement la première, la J1, qui est bien alignée avec E1. Mais après, comme vous êtes à 120 degrés, vous en avez une là, puis une là, quoi. Donc là, vous avez H1 et là, vous avez H2. Et donc, du coup, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Il faut résoudre en fait un système. Alors, ce qu'on fera en TD, c'est que je vous montrerai comment on résout ces problèmes-là de la même façon pour tous les problèmes. En réalité, ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est que pour trouver les composantes d'un tenseur dans un repère, E1, E2, plan, eh bien, il suffit d'avoir 3 directions distinctes pour coller des jauges. Voilà, donc une avec alpha 1, une avec alpha 2 et une avec alpha 3. Et une fois qu'on a ça, eh bien, il suffit de résoudre toujours la même chose, un système à 3 inconnus, 3 équations, et on trouve epsilon A1, epsilon de 2, epsilon A2. Voilà, donc tous les problèmes de jauge sont résolus de manière homogène et uniforme uniquement avec cette technique-là. Donc ça, c'est ce qu'on verra en TD de 1. Normalement, là, vous avez tout pour bien préparer votre TD. Alors, j'ai une question pour Colline. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont éclairées pour toi ou peut-être que ce que je t'avais envoyé comme correction, ça suffisait ou là, c'est encore plus simple? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai bien compris là, parce que en fait, j'ai pas compris que la coordonnée E1 tensorielle E2, c'était pas un vecteur comme ça qui était à Ah non, non, 45 non. entre. Voilà. Bon. Non, non, en fait, E1 tensoriel. En fait, si tu veux le représenter, ce truc-là, si tu veux représenter E1 tensoriel E2, là, typiquement, ça s'écrit comme ça, en fait, hein. Alors, je te le fais en 3D, hein. Ça s'écrit comme ça, en fait, ce truc-là. C'est ça, E1 tensoriel E2. C'est pas du tout un vecteur. Ouais, c'est pour ça. J'avais pas bien compris. Et du coup, après, j'ai compris qu'on fallait faire la projection dans la direction et résoudre l'équation, en fait. Ouais. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose de fondamental, hein. Vous avez un vecteur, si vous le projetez suivant E1, vous obtenez la composante de ce vecteur suivant E1. Vous avez un tenseur d'ordre 2, vous le projetez suivant E1 tensoriel E1, vous obtenez A1. En fait, c'est toujours pareil. Dès que vous voulez avoir une composante, vous projetez simplement dans la base. Et effectivement, E1 tensoriel E1, la composante de A, c'est bien A1. Ça se démontre aussi, ça, hein. En fait, c'est assez facile à démontrer. Et donc, en ce qui concerne le tenseur de déformation, ce ne sont que finalement des projections du même tenseur de déformation, mais suivant différentes directions. Donc, en fait, on a tourné autour du pot, là. On a fait plein de fois la même chose. C'est-à-dire que ce ne sont que des projections de epsilon suivant une direction H, suivant une direction T, etc. Enfin, T tensoriel T, H tensoriel H ou H tensoriel T. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Oui, il faut un bon bout de fois avant que ça rentre. Il faut un bon, je n'ai pas compris. Un bon nombre de fois avant que ça rentre. Oui, oui, je n'ai pas dit que c'était évident, hein. Non, non, loin de là. Bon, ça devient évident au bout de quelques années, mais sinon, non, ce n'est pas si évident que ça. Après, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à retenir, hein, dans tout ça. Finalement, le seul truc qu'il y a à retenir, c'est ce que je vous ai montré avec la vidéo. C'est que finalement, c'est très géométrique, hein, les valeurs propres et les tenseurs propres. Alors, c'est des notions qui sont essentielles dans toute la mécanique. Toute la mécanique, on va passer sur des problèmes aux valeurs propres parce que ça va permettre de trouver des bases où le problème va pouvoir être décomposé plus facilement pour le résoudre. Donc, c'est typiquement ce que vous avez à faire en MMEF. Vous allez utiliser ces bases propres pour pouvoir résoudre, par exemple, des équations différentielles. Et en mécanique, c'est pareil, on va utiliser ces bases propres. Alors, il n'y a pas que ça comme intérêt, hein. Il se trouve qu'il y a beaucoup de quantités qu'on va calculer qui se calculent à partir des valeurs propres mini et maxi.
Par exemple, la contrainte de Tresca se calcule à partir d'une différence de valeurs propres mini et maxi du tenseur des contraintes de Cauchy. Et ça, eh bien, on peut montrer que ça va nous permettre de dimensionner des structures. Voilà, donc c'est pour ça que les valeurs propres, les vecteurs propres, c'est vraiment pour nous une notion de base qu'il faut parfaitement maîtriser pour qu'on n'ait plus à revenir dessus, parce qu'on va empiler beaucoup de connaissances purement mécaniques sur ces notions qui sont mathématiques. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir un tout petit peu? Ça vous va? Dites-moi comment vous avez trouvé ce soutien, si vous voulez en refaire sur ce format-là ou pas, c'est comme vous voulez, hein. Je ne sais pas Moi, en si tout ça cas, apporte grand-chose par rapport, par exemple, à ce que vous fait l'étudiant en tutorat, je ne sais pas. moi, je Moi, suis je pas trouve en que soutien IMSOL, donc je peux pas vous dire, mais ouais, moi, j'ai déjà remarqué deux choses. D'abord, un, c'est que notre collègue avait fait parvenir ces exercices qu'elle avait fait. Moi, je pense que prochainement, déjà bien avant la séance, je peux déjà aussi faire parvenir mes difficultés pour bénéficier de ça. Et je trouve que c'est bien le format et ça nous permet d'éclaircir certains points. Et on peut l'organiser par contre ponctuellement, c'est-à-dire que dès qu'il y a des soucis, un exercice comme elle a fait, elle a signalé directement l'ensemble du groupe. Ça, c'est intéressant pour ramener aussi plus de monde pour bénéficier de ça. Et c'est à nous aussi de faire cet effort-là, de travailler à côté pour ramener les difficultés. Moi, je veux bien, hein, c'est-à-dire moi, je trouve ça plutôt bien quand vous êtes… je pense que la meilleure façon de travailler pour faire les TD, c'est bon, de les faire à plusieurs déjà. Et quand il y a un point, soit qui est bloquant pour plusieurs personnes, soit qu'il est divisant, c'est-à-dire que les personnes ne disent pas la même chose sur le point en question, je pense que ça pourrait être effectivement une question à stocker et à poser dans un cours de soutien comme celui qu'on vient de faire. Je suis tout à fait d'accord. Ce serait une excellente façon de progresser, en fait. bah, après, Et typiquement, un jour comme aujourd'hui, là, moi, je viens de débuter, les vecteurs propres, les valeurs propres et tout, en fait, c'est hyper flou pour moi. Et du coup, ça permet vraiment, enfin, ça permet de revenir un peu dessus, quoi, et d'éclairer les ouais, mais je trucs. te rassure, c'est pas flou que pour toi, hein, parce que les gens qui ont fait ça en prépa, ils l'ont fait en première année de prépa en général, par exemple à l'INSA, et ils en ont un vague souvenir aussi, hein. En fait, finalement, en venant d'un IUT, tu en as fait plus qu'eux, parce que toi, après, tu as fait de la méca, et beaucoup de méca, entre autres de la mécanique des solides, et du coup, c'est quand même déjà des notions qui sont largement abordées en mécanique des solides, en plus des maths, alors qu'eux, finalement, ils en ont fait qu'en maths, tu vois? Donc, Oui. je ne suis pas sûr que ça soit aussi net que ça, ces notions-là. Bon, après, j'ai pas fait un DUT méca, moi, mais Ah ouais, bah là, c'est… Oui. Si tu as fait un DUT génie matériaux, par exemple, ou… mesure physique, ouais. Ah bah, mesure physique, oui, c'est pas des notions qu'on voit principalement là. C'est un peu plus dur, quoi, effectivement. Ouais. Non, mais ça va, on s'y fait. Ok.